Nous allons parler des résultats de l'étude Boomer, l'énergie et les maisons connectées, étude qui a été réalisée par l'agence digitale Baby Boomer, qui est dirigée par notre invité Yves Bosy. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter Digital Baby Boomer, puis présenter ensuite la méthodologie qui a servi à faire ton étude. Oui, bien sûr. Bah, écoute, j'ai créé Digital Baby Boomer en 2016. On est une agence web marketing et on accompagne les marques qui veulent toucher les plus de 55 ans en ligne. On a plus de 80 clients qui ont de la start-up jusqu'au groupe du CAC 40, avec toujours ce besoin d'aller faire du trafic sur Internet, toujours cette cible des plus de 55 ans. Et on a décidé de créer fin 2022 cet outil Data Baby Boomer qui permet de réaliser des enquêtes et d'aller toucher de manière agile et réactive, par exemple, plus de 1000 répondants en moins de 2 semaines. Ce qui est intéressant, je trouve, dans Data Baby Boomer, ce qu'on avait discuté l'année dernière, c'est que tu rends accessibles les études quantitatives à, au plus grand nombre, notamment à des startups sur la cellule économique qui n'auraient pas eu forcément les moyens de passer par des grands instituts. Exactement, exactement. On s'est aperçu de ça. On a eu, nous, affaire à des grands instituts. Et on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire parce que souvent, on discute avec des startups. Donc, les startups pensent qu'elles n'ont pas les moyens de faire des études quanti. Et on a aussi parfois le constat, en discutant avec des grands groupes, que eux vont mettre des moyens conséquents dans des applications ou dans des nouveaux services en n'ayant pas pris la peine de s'interroger ou d'aller faire un test sur un petit panel, parce que ça reste quand même un petit panel, 1000 répondants, on s'est dit, il y a quelque chose à faire finalement. À la fois pour les startups et à la fois pour dire aux grands groupes, attendez, avant de lâcher les chevaux, il y a peut-être moyen de faire quelques tests. Alors, tu utilises Data Baby Boomer pour cette étude. Déjà, pourquoi, alors, sur Baby Boomer, l'énergie et la maison connectée, pourquoi avoir choisi ces thèmes, déjà, avant de commencer? Écoute, c'est vrai que ça devenait, avant que les retraites prennent le relais, il y a eu quand même un hiver dédié à l'énergie. C'était le sujet qui était sur toutes les lèvres et qui, de toute façon, va être à nouveau sur toutes les lèvres dès cet automne, hein, automne 2023, avec à la fois l'inflation et l'augmentation du prix de l'énergie. Et puis, on a commencé à avoir dans les médias et à travers le gouvernement des possibilités de restriction d'énergie. Et donc ça, on s'est demandé quel impact et quelle angoisse ça pouvait susciter auprès des boomers. Et donc, on a décidé de se focaliser vraiment sur, au départ sur l'énergie. Et puis, on s'est dit, bon, l'énergie, on parle aussi des maisons, donc les maisons connectées, la domotique. Donc, c'était une étude un peu plus globale sur ces besoins-là et ces questionnements des boomers. Concernant l'énergie, moi j'étais étonné par le nombre de personnes qui envisageaient de prendre des mesures. On parle des jeunes seniors. Déjà, avant de commencer, notre question, t'as interrogé quelle tranche d'âge? Alors, on commence à chaque fois sur du plus de 55 ans. Il n'est pas impossible ayant créé la société en 2016, le plus jeune boomer, on va dire, avait 52 ans. Maintenant, le plus jeune boomer, il en a 59. Donc, il est fort probable qu'à partir de 2024, on oriente seulement nos études sur du plus de 60 ans. Donc, le préalable, c'est d'avoir au moins 55 ans. Et il s'avère que la moyenne d'âge des répondants est de 64 ans. Donc voilà, on est sur une moyenne d'âge qui est pile dans ce qu'on veut toucher, c'est-à-dire la personne de plus de 60 ans. C'est bien, je viens d'apprendre que moi j'ai 53 ans, je ne serai pas forcément avant longtemps dans ton panel. J'apprécie. J'aime bien, c'est le premier qui me dit que je ne serai pas senior, c'est impeccable. Le premier renseignement sur l'énergie. Bah, il y en a deux. C'est d'une part la peur réelle, puisqu'il y en a 8 sur 10 qui estiment, qui craignent une augmentation de leur facture énergétique supérieure à 20%. Donc, ce questionnement, il est réel. Et j'ai envie de dire que si l'objectif des médias et le questionnement des boomers était de savoir s'il allait avoir une augmentation de la facture. Le résultat est là. C'est qu'effectivement, il y en a 8 sur 10 qui craignent une augmentation supérieure à 20%, donc c'est assez conséquent. Le deuxième enseignement qui est très fort, c'est le fait qu'il y en a maintenant trois quarts des boomers qui se renseignent sur Internet pour leur consommation d'énergie, à travers notamment deux recherches.
La première, c'est comment baisser la consommation d'énergie, donc avec éventuellement des tutos, des bonnes pratiques, des articles, et puis comparer. Maintenant aussi, ça donne à la comparaison. Ils vont voir sur des sites pour voir s'il est possible de changer de prestataire, de fournisseur d'énergie et payer une facture plus basse. Et en, Et en d'ailleurs, cela, en cela, en fait, il se rapproche des comportements des jeunes. Autrement dit, en fait, complètement. la génération que tu as ciblée dans l'étude, elle est au fait d'Internet, puis au fait des usages de comparaison, comparateurs, etc. Exactement. d'Internet. Exactement. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé un peu, si tu veux. Il y a un peu quelque chose qui est agaçant parfois, c'est ce greenwashing constant des marques. Et on s'est dit, bon, euh, génération boomer, génération qui a connu mai 68, est-ce que, alors qu'ils ont l'occasion de prendre la parole à travers une étude, ils vont mettre en avant le côté écolo plus que le côté financier? Et pas du tout. Quand on Oui. leur demande pourquoi vous utilisez des objets, des outils de contrôle, la première raison, c'est le côté financier, c'est je veux dépenser moins. Ensuite, il y a le côté contrôle, je veux comparer. Ensuite, le côté pratique, tout est centralisé. Et enfin, vient le côté plus écologique, je veux polluer moins. Mais j'ai envie de dire, quand on touche du doigt le risque de payer sa facture d'énergie plus chère, bah, on va sur Internet et on essaie de voir comment on peut baisser cette facture d'énergie. Ce qui m'a étonné également, c'est le troisième point, même d'avoir eu l'idée de le mettre, en fait, centralisé. C'est-à-dire, en fait, la croyance qu'il y a derrière, ou le fait, j'en sais rien, c'est que lorsque tu centralises, tu baisses le coût de la facture. C'est ça l'idée. Oui, oui, c'est ça. C'est effectivement en se disant un peu contrôle. C'est-à-dire que si j'arrive à contrôler, je vais laisser passer moins de choses sur lesquelles je n'avais pas de regard auparavant. D'accord. Ensuite, tu as relié l'étude sur on en a dit sur sur les travaux. Sur les travaux. Oui, 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 parce que euh, là aussi, ça nous semblait important. En fait, si tu veux, on a quand même l'impression que l'image à travers les médias, sur laquelle parfois on est assez complice, hein, parce que ça serait que le senior a beaucoup d'argent et qu'il dépense son argent dans les loisirs et qu'il va avoir une attitude peut-être, je te dis, plus écologique et que finalement, quand il pensait à sa maison, il pensait peut-être à des dépenses, j'allais dire, pas superflues, mais non prioritaires, du type l'extérieur, le jardin ou quelques objets connectés. Et en fait, quand on leur demande, est-ce que vous avez l'intention de faire des travaux dans les 6 prochains mois et si oui, quelles vont être les sources les principales sur vos travaux? Ce qui arrive à plus de 60%, c'est la rénovation et l'isolation, c'est-à-dire des gros travaux. Et donc là, finalement, c'est un autre aspect qui revient, une autre facette de cette génération. C'est le côté assez pragmatique, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre, de colmater D'accord. si en fait la structure elle-même n'est pas solide. Et donc à dépenser de l'argent, autant dépenser dans des gros travaux et avoir une vision finalement assez long-termiste, c'est-à-dire on estime qu'on va faire des travaux qui vont durer 10, 15, 20 ans, voire plus. Tu crois que c'est dû à une génération plus pragmatique? C'est une question, hein. Ou alors est-ce que c'est dû à une génération qui a de l'expérience? Ah, un peu des deux. Ouais, non, c'est un peu des deux. C'est à la fois, je pense que c'est une expérience qui s'est forgée au fur et à mesure des pratiques, donc qui leur D'accord. permet de faire ce constat-là. Ensuite, autre volet de l'étude, c'est la domotique. Oui. En fait, alors déjà, la domotique, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? Parce qu'il y a peut-être le périmètre à expliquer. Et ensuite, quelles sont les tendances? Alors, si tu veux, on a bien sûr précisé ce qu'on mettait dans objets connectés et domotique pour que effectivement ça soit plus clair, parce qu'effectivement, pour certains, ils pensent qu'il n'y a jamais de domotique chez eux, alors il peut avoir des ampoules intelligentes, on va dire,
là aussi des volets avec aussi une certaine intelligence et pouvoir une utilisation là aussi centralisée. Donc on a mis des exemples. Ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est surtout une tendance, c'est-à-dire qu'il y en a 50% qui en ont plusieurs objets connectés liés à la domotique, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un questionnement de la part des industriels, c'est-à-dire qu'en parallèle de l'étude, on discute, nous, avec des annonceurs, comme toi aussi, tu discutes de ton côté, et on s'aperçoit, et ça, je trouve que c'est intéressant aussi, c'est qu'à mon avis, on va dépasser le stade du pur gadget de l'objet connecté, et on en connaît plein, hein, des entreprises qui sont lancées sur l'objet connecté, qui, à mon avis, relèvent du pur gadget pour aller vers un service. Et on revient au côté centralisé, avec éventuellement un objet central sur lequel tu vas agglomérer des services. On pourrait imaginer, par exemple, une enceinte connectée. Tu commences par l'enceinte connectée, mais via cette enceinte connectée, ben, pourquoi pas, il y a une possibilité d'aller ajouter de la télésurveillance, de l'alarme, et en fait se dire, ben, il va avoir un objet qui va être une porte d'entrée sur une multitude de services. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va vouloir creuser dans les prochaines études. Ça va être un peu peut-être la frontière entre ce côté centralisateur et commode et confortable où tout est lié en un produit et le côté peut-être peur de fuite des données privées, le côté d'être un peu fliqué, entre guillemets. Ça va être intéressant de confronter, si tu veux, la volonté euh, de centralisation et en même temps, quelles limites on ne veut pas donner à la technologie. Enfin, ton dernier point qu'on voulait aborder, puis que je voulais aborder, ton métier, en fait, le web marketing. Quel changement ou quelle tendance t'as vu enfin, quel changement t'as vu depuis la création de ton société chez tes clients, sur les marques qui s'intéressent aux seniors? Et ensuite, deuxième question, pourquoi est-ce que tu devrais prendre une agence spécialisée senior? Deux bonnes questions. Alors, la première, sur les évolutions, on a lancé l'agence en 2016. C'est d'une part la professionnalisation à tous les niveaux. C'est-à-dire que maintenant, je trouve qu'on a des startups qui viennent nous approcher où elles ont d'une part, elles sont parfois passées par des startups, en quelque sorte, qui leur a permis d'être un enseignement, en quelque sorte, une écurie, tu vois. Donc des gens qui sont passés par des startups, donc qui est un mode de pensée qui est assez pragmatique et finalement orienté business, et ça c'est appréciable. C'est-à-dire au bout de combien de temps on va être rentable et est-ce qu'on répond à un besoin. Et ça, c'est quelque chose qui me semble majeur dans la silver economy, c'est est-ce qu'il y a un besoin existant et non pas j'ai envie de lancer ça parce que je pense qu'il faudrait que ça manque. Non, ça, c'est pas vrai. Il faut que ça réponde à un besoin ou il faut que, en gros, il y a un secteur sur lequel il y a un vrai manque et on pense apporter une idée qui va répondre à ce manque. Donc, il y a une professionnalisation des startups et qui se donnent les moyens. C'est-à-dire qu'elles vont chercher des financements parce qu'elles savent qu'elles vont avoir besoin de moyens lourds. Et notamment, c'est le cas du B2C. À partir du moment où tu veux communiquer en B2C, tu sais que tu vas devoir mettre des moyens sur la table et ensuite accompagner ta croissance par du recrutement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de web marketing, là aussi, on en avait parlé. Je pense qu'il y a un rapport, à la fois, on s'imagine de temps en temps que le digital va tout régler, ce qui est faux. C'est-à-dire que si ton service est défaillant ou si ton produit est défaillant, le digital n'y changera rien. Et s'imaginer que ça va pouvoir répondre à et résoudre tous les problèmes, c'est un leurre. Euh, en même temps, se dire que ça devient inévitable. Et comme ça devient inévitable, il faut considérer ce levier comme un autre. C'est-à-dire que
chaque responsable marketing, notamment si son besoin est d'aller de collecter des leads, doit avoir, il me semble, par levier, le coût au lead qu'il cherche à avoir, le coût de transformation qu'il cherche à avoir, et le digital, il doit les intégrer parmi les autres leviers, c'est-à-dire ni plus ni moins. Mais on ne peut plus l'ignorer. Euh, et en termes de levier, ensuite, par rapport à ta question, il y a le levier inévitable, et quand je dis ça, je ne prêche pas pour ma paroisse, puisqu'on n'accompagne pas les sociétés sur les moteurs de recherche du type Google, mais j'ai envie de dire, il y a le levier inévitable qui sont les moteurs de recherche, voilà, sur lequel n'importe quelle société peut déjà tester elle-même ce qui- quelle va être la valeur du clic sur des mots-clés. Donc ça, c'est premièrement, c'est Google qui est inévitable. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a aussi déjà parlé, toi et moi, avec Facebook. Facebook qui est de plus en plus orienté vers les seniors, où le seul segment de population qui continue de croître sur Facebook est les seniors. Facebook qui doit être utilisé de manière très intelligente, c'est-à-dire que à partir du moment où tu acceptes de jouer le jeu d'un réseau social, ça veut dire prendre le temps de répondre aux commentaires, accepter qu'il y ait ce qu'on appelle des haters, entre guillemets, des gens qui vont dénigrer ta marque, des gens qui vont essayer à rentrer dans un rapport éventuellement vicieux, mais dans un rapport où tu ne sais pas si tu dois répondre ou si le commentaire n'est pas assez constructif, il faut prendre le temps d'y répondre. Donc, aller sur un réseau social, c'est accepter les règles du réseau social. Mais ensuite, il est possible de le faire intelligemment. Maintenant, Facebook a permis de créer ses propres formulaires sur Facebook. On peut faire du reciblage sur Facebook, c'est-à-dire que tous les gens qui sont passés sur ton site seront recibler sur Facebook. L'avantage de Facebook, c'est que tu as accès à une audience gigantesque en allouant les moyens que tu veux y allouer. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, de la télévision, où tu sais qu'il y a des seuils minimums pour aller sur la télévision qui sont quand même en dessous de 100 000 euros, ça sert presque à rien de vouloir essayer de faire de la télévision. Facebook, si tu as envie d'y consacrer 100 euros par jour, tu peux y consacrer 100 euros par jour. Donc, moteur de recherche, réseaux sociaux, et ensuite, il y a tout un ensemble de leviers sur lesquels nous, on est présents. Ce sont par exemple l'emailing, le SMS, le display, c'est-à-dire les bannières, les requalifications de leads. Et en fait, si tu veux, mon enseignement, qui a pris du temps, et je le confesse, hein, ça a mis quelques années avant de m'apercevoir, mais la silver economy, c'est un vrai business de lead. C'est-à-dire que il y a un fantasme qu'on pouvait avoir qui était de se dire qu'il allait y avoir des achats d'impulsion. En 7 ans, j'ai rarement constaté un achat d'impulsion. C'est-à-dire que même un produit qui pourrait paraître insignifiant, il va avoir une vraie réflexion. Et donc, on est sur des cycles de vente assez longs, et ça, je le dis pour toute société qui voudrait se lancer dans la silver economy. S'imaginer qu'on va avoir des gens qui, parce qu'ils ont vu un produit ou un service sur Internet, vont s'y abonner, vont acheter, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt un mode de réflexion qui va se faire soit dans le couple, soit en famille. Et c'est vrai que tu t'aperçois que pour tous les business de la cyberéconomie, les résidences autonomie, le monte-escalier, les douches à l'italienne, et même les systèmes d'audioprothèse, c'est toujours des choix qui se font en couple ou avec les enfants à minima. Et donc, on est sur des cycles de vente qui peuvent prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et donc, ça, c'est une spécificité de la cyberéconomie, et ce qui veut dire aussi un travail du lead. Je pense qu'on n'est pas encore à l'heure du 100% online pour la silver economy. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut intégrer de l'échange humain dans le cycle de vente de la silver economy. Oui, On a déjà... le travail du lead, c'est qu'en fait, toi, tu vas fournir le lead qualifié avec ton savoir-faire, mais Oui, derrière, il va falloir faire une stratégie de conduire du travail qu'est-ce que j'en fais de ce lead? Parce que c'est pas exactement. un achat en 2 secondes derrière une fois que l'on aura fourni.
Exactement. C'est un vrai, c'est ce qu'ils appellent voilà, du marketing automation. C'est vraiment des scénarios de comment tu vas nourrir un peu ton lead jusqu'à la vente en prenant cet aspect-là de la chose, c'est que la vente peut prendre 3 mois, voire 4 mois. J'ai déjà entendu du 6 mois sur certains services ou produits. Et donc, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un échange. Voilà, il va y avoir un échange humain qui peut être un échange téléphonique, qui peut être un rendez-vous. Et si tu veux, c'est aussi un peu couper la cassure qu'on pourrait avoir, les gens qui disent ah non, mais moi je suis anti-digital ou digital, c'est la mort du business physique. Mais non, en fait, ce qui peut se passer et ce qui se passe souvent dans la silver economy, c'est on harponne, et je m'excuse pour l'utilisation de ce verbe, mais on harponne par le digital, mais la vente se conclut en point de vente physique ou de visu, tu vois. Et en fait, il faut utiliser la force de frappe du web pour alimenter des commerciaux ou des boutiques physiques qui transforment in fine en vente. Si je suis directeur marketing d'un grand groupe, une grande PME, quel est l'intérêt de passer par toi en plus de mon agence classique? Alors, non. En général, ce qui se passe de plus en plus, je ne sais pas toi, mais moi, quand je parle de mon métier, les gens me disent ah ouais, tu fais de la com. Mais en fait, de plus en plus, on voit qu'au sein même des annonceurs, il y a d'un côté la com et de l'autre le marketing slash vente. On a des cas où le directeur marketing a la double casquette directeur marketing, directeur commercial. Alors que peut-être qu'à l'âge d'or de la publicité, tu vois, dans les années 80-90, le marketing et la com marchaient plus de pair. Et donc on s'aperçoit que d'un côté, tu as la com qui va être le lobbying, la notoriété, les préférences de marque, l'influence, le sponsoring, avec quelque chose qui est voilà, dans la perception de la marque, et donc là, c'est le poids des influenceurs et je dis le poids du lobbying. Et de l'autre, il y a le marketing. Et c'est que nous, on est très positionné marketing et très positionné vente. Et finalement, on marche de plus en plus main dans la main avec l'équipe marketing, mais même l'équipe vente. C'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui nous disent, ce mois-ci, on a nos commerciaux qui sont en vacances, donc on a besoin de un peu moins de leads. Dans 2 mois, on va être dans le mois où on va avoir une spéciale offre, on va devoir tripler le nombre de leads qu'on a habituellement. Et donc, finalement, ce qu'ils attendent de notre part, c'est de la réactivité presque au mois le mois. Et quelque chose qui existait déjà avant Covid, c'est-à-dire une réactivité presque, je ne vais pas dire au jour le jour, mais en tout cas d'une semaine à l'autre, c'est accéléré avec le Covid, où maintenant, un directeur marketing assez honnête et va surtout être focalisé sur les 2 ou 3 mois à venir, plutôt que de dire bah, dans 2 ans, on vise ça. La vision à 2 ans, c'est la vision CODIR et c'est l'échange qu'il aura avec ses CODIR. Mais sur l'opérationnel, le directeur marketing, ce qu'on voit, c'est qu'il nous parle à 2, 3 mois. Et donc, ce qu'ils attendent de notre part, c'est de la réactivité. Donc, c'est une expertise sur les cycles de vente, sur les messages qui marchent le mieux en emailing, en SMS, sur les bannières. C'est cette expertise du secteur de la cible et des leviers qui fonctionnent le plus. Suivant ton besoin, comme je l'ai expliqué, tu ne vas pas utiliser les mêmes leviers. Par exemple, Google, c'est des leviers très intentionnistes. Quelqu'un qui tape EHPAD Nice, c'est qu'en général, il cherche une place en EHPAD à Nice. Si tu envoies un emailing pour dire est-ce que vous voulez recevoir le guide du bien vieillir et de l'EHPAD, tu es dans une démarche qui est un peu plus haut de tunnel avec des leads qui sont à retravailler, tu vois. Et donc, le besoin n'est pas forcément le même, donc le levier que tu vas activer n'est pas forcément le même. Si je suis une startup de la cyber economy, je te rencontre en fait, je peux attendre quoi parce que la question est vaste, mais je peux attendre quoi de toi en fait, de tes services? Moi, je vais d'abord poser la question, ensuite en sens inverse. Je vais dire, si tu es une startup, et là encore, je te dis, je ne prêche pas pour ma parole, je vais d'abord encourager la startup à faire des tests par elle-même. Euh, c'est la grande force des GAFA, des GAFAM, c'est que quiconque peut lancer une campagne Google, quiconque peut lancer une campagne Facebook. Euh, donc, je vais conseiller à la startup déjà qu'elle fasse des tests
elle-même sur ces leviers-là pour définir le coût au lead qu'elle cherche à avoir. Oui, qu'elle ait déjà connaissance du coût que ça coûte avant d'enclencher quelque chose avec toi. Exactement. Mais d'une certaine manière, je vais lui dire, mais il faut que ce coût au lead soit en cohérence avec des leviers qu'on pourrait dire même offline, si tu veux. Euh, je pense que par exemple, ce qui est communément admis, quand les gens, ou par exemple, les gens qui me disent, j'ai pas de budget pour faire de la communication, je leur dis quelque chose. Est-ce que tu accepterais de payer 15% d'une vente si je te ramène un client? Les gens me disent, ah ben oui, si tu me ramènes un client, je peux payer 15%. Ben, je dis, ben voilà, tu l'as en gros ton budget marketing. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, à partir du moment où tu connais ton prix de vente final, à partir du moment où tu connais ta marge, et à partir du moment où tu estimes que payer 15% pour avoir un client te permet de continuer à être rentable, d'une certaine manière, tu commences à avoir ton premier plan marketing, ton premier plan de dépenses marketing. Et donc, à partir de là, tu te dis, bon, OK, mon client va me coûter 15% de ma vente. Combien il faut que j'ai de leads, si on prend l'exemple du lead, et quel va être le taux de transformation du lead pour arriver à cette vente finale. Et à partir de là, tu arrives à définir ton coût au lead. Donc, une fois que tu as ce coût au lead, d'une certaine manière, qui pour moi est un premier point hyper important pour commencer à réfléchir, tu vas faire tes propres tests sur, pourquoi pas, Google et Facebook en disant, OK, il s'avère que mon coût au lead n'est pas trop éloigné de ce que j'avais en tête. Et à ce moment-là, tu viens nous voir en disant, OK, je sais mon coût au lead en offline, je sais mon coût au lead sur le digital via du Google ou via du Facebook, j'ai envie de tester d'autres choses. Et donc là, j'ai envie de dire, on peut commencer à parler. D'accord. Un point à rajouter ou une conclusion que tu aurais. Non, non je te dis, c'est un peu. J'ai mis du temps à mettre des mots sur ce constat-là, mais c'est vrai que j'ai pas réussi encore à trouver la clé de l'e-commerce, par exemple, tu vois, sur les seniors. C'est-à-dire que euh, ça serait mentir de dire, ça y est, j'ai trouvé la solution qui permet de faire du cash pour un annonceur en e-commerce sur la cible senior. L'e-commerce est un business, et d'ailleurs, tu le vois actuellement avec les sociétés, notamment dans le prêt-à-porter, qui se cassent la figure. L'e-commerce n'est pas aussi peu cher qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, l'e-commerce, s'imaginer qu'on va pouvoir faire énormément d'argent sur une démarche 100% online, même sur des boomers, je demande à voir. En revanche, on est sur des business de lead. Ce qui signifie que pour toute société qui se lance dans la cyber-économie, il faut qu'elle ait un parcours de lead hyper précis, hyper rigoureux, en se disant, voilà, à partir du moment où il y a un lead qui rentre dans mon process, comment je le relance? Est-ce que je le relance par mail? Est-ce que je le relance par téléphone? Est-ce que je le relance par courrier? Est-ce que je combine les trois? Qu'est-ce que je mets comme algorithme avec des variables? Si la personne a ouvert mon emailing, est-ce que je lui envoie un courrier? Est-ce que je la relance par téléphone pour avoir des scénarios pour arriver à une vente? Et comme je le disais, cette vente qui risque de prendre plusieurs mois. Super, merci Yves. Yves Mouzy, je rappelle que tu es fondateur, dirigeant de l'agence digitale Baby Boomer. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.